Bienvenue, suivez-moi pendant que je vous présente le Pod 8 Pro. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment effectuer la configuration de cet appareil. Lorsque vous l'allumez pour la toute première fois, vous devriez voir une page très similaire, ou même identique à celle que je vois, qui affiche Show Me HyperOS. Nous allons simplement cliquer sur la flèche juste ici. Cela va nous amener à la page de sélection de la langue. Je pense que normalement, il choisira la langue de la région où vous vous trouvez actuellement. Pour moi, il s'agit de sélectionner de l'anglais, mais du Royaume-Uni. Oh mon Dieu, je vous en prie. Non, je préfère quelque chose qui ne soit pas britannique, mais disons américain. Ça me semble mieux. Au moins, ils ont encore la liberté d'expression. De toute façon. Passons à la suite. Nous pouvons choisir une région, et je vais sélectionner ma région d'origine, la Pologne. Maintenant, je recommanderais en fait de peut-être changer pour une région dans laquelle vous ne vivez pas. Une qui se trouve particulièrement dans l'Union européenne, donc l'UE. Bon, cela pourrait être une idée complètement infondée, mais bon, s'il y a la moindre chance que cela puisse fonctionner, autant essayer. J'ai choisi une région différente de celles qui sont listées ici. Autant que je puisse en juger, cela n'a littéralement aucun impact sur votre appareil. Alors, faisons un choix. En tout cas, je vais choisir la Pologne et je vous expliquerai pourquoi dans une seconde, une fois que je l'aurai saisi. Voilà. La raison en est donc la suivante. L'Union européenne est beaucoup plus favorable aux consommateurs. Ainsi, lorsqu'ils élaborent des lois, ils privilégient généralement les consommateurs plutôt que les entreprises. Ce qui est exactement le contraire de ce que font les États-Unis. En fait, les États-Unis privilégient davantage les entreprises et se moquent complètement des consommateurs, n'est-ce pas? Parce que ce sont les consommateurs qui sont le produit, qui rapportent de l'argent à la véritable entreprise, que les États-Unis peuvent ensuite taxer. Donc c'est génial. Nous, on ne peut pas taxer ces entreprises, donc on s'en fiche complètement. Et évidemment, cela pourrait être complètement faux d'un point de vue logique, mais bon, soyons honnêtes, les entreprises nous arnaquent. Donc, y a-t-il une chance qu'ils ne le fassent pas? C'est plutôt bien maintenant. Avec l'UE qui propose une sorte de loi et une entreprise qui veut continuer à vendre ses appareils dans cette région. Concernant l'Union européenne, par exemple, l'entreprise devra s'y conformer et si elle ne le fait pas, elle se fait soit infliger une amende, soit elle est tout simplement bannie. Et en sélectionnant que vous venez peut-être de Pologne, par exemple, même si vous êtes, je ne sais pas, peut-être aux États-Unis, peut-être à l'avenir, lorsqu'une loi obligera une entreprise à, je ne sais pas, peut-être. À titre d'exemple, Google doit cesser ses pratiques absurdes en matière de surveillance de son système d'exploitation et de ses applications. Parce que c'est tout simplement flippant et que ça enlève tout l'intérêt d'un système Android. Car il prévoit de bloquer purement et simplement toute installation d'applications tierces provenant de l'extérieur du Play Store. Tant que le développeur de l'application ne se dénonce pas lui-même à Google et ne paie pas une amende. C'est génial. Donc, il y a une chance qu'à l'avenir, l'UE finisse par s'en prendre sérieusement à Google et que Google soit obligé de changer cela. Et il pourrait ne le changer que dans l'Union européenne en sélectionnant cette région. Vous pourriez être en mesure de mettre en œuvre, vous pourriez peut-être bénéficier de ces changements, même si, disons, vous vivez aux États-Unis. Comme je l'ai dit, il y a une petite chance, donc je n'ai aucune idée si cela fonctionne. Je suppose que c'est quelque chose qu'on découvrira à l'avenir, une fois que l'Union européenne, peut-être, leur répondra à ce sujet. Bref, passons à la suite maintenant. À la page suivante, nous avons les conditions générales d'utilisation, la politique de confidentialité, et soyons honnêtes, personne ne lit jamais un seul mot de tout ça. Donc, on va simplement cocher la case ici, comme quoi j'ai lu et accepté les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité. Bien sûr, je l'ai lu, évidemment, passons à la suite, et voilà ce qu'on a. Configuré à l'aide d'un autre appareil, donc sur votre autre appareil, vous pourriez recevoir ce genre de pop-up. Ce que vous devez faire avec, c'est sélectionner ceci, puis fermer. Alors, la raison pour cela, c'est que cela vous permet essentiellement de transférer facilement votre compte Google ainsi que les données vers cet appareil simplement en faisant l'appariement des numéros. C'est le genre de choses que fait Google. Maintenant,
d'une certaine manière, c'est plutôt nul. Donc, c'est en partie comme une restauration de sauvegarde, si on peut vraiment appeler ça comme ça. Donc, cela vous permet de transférer des éléments comme les journaux d'appel et d'autres choses, les comptes Google, les photos, etc. Mais soyons honnêtes, toutes les choses qui sont censées être transférées sont déjà récupérées par Google dans le cloud. Ainsi, ils peuvent monétiser, entraîner leurs IA et vendre. Donc, en réalité, vous accédez simplement à ce qui est déjà disponible dans le cloud. Et en plus, toutes les applications qui proviennent de l'extérieur du Play Store ne sont même pas transférées ou quoi que ce soit. Donc, c'est un peu inutile. De plus, si les applications qui étaient sur un emplacement n'y sont plus, elles sont désormais ignorées. Xiaomi a d'ailleurs sa propre application de migration que je vous montrerai à la fin de la vidéo, car ce sera une option bien meilleure que cette horreur. Passons donc à la suite, ce qui nous amène à la connexion au réseau. Cette étape est totalement facultative, vous n'êtes pas obligé de la faire. Je vais donc passer cette étape en la sautant. Mon appareil sera configuré dans ce qu'on pourrait appeler un mode hors ligne, donc je ne pourrai pas restaurer les applications et les données, recevoir les mises à jour logicielles, avoir la date et l'heure réglées automatiquement, et ainsi de suite. Mais tout cela pourra être modifié. Vous pourrez changer cela plus tard dans les paramètres, donc ce n'est pas vraiment très important. Ici, nous avons l'option de choisir un verrouillage d'écran. Dans la première option, le seul verrouillage d'écran, nous avons 3 choix, code PIN, schéma ou mot de passe. Ensuite, nous avons l'empreinte digitale et la reconnaissance faciale. Pour l'empreinte digitale et la reconnaissance faciale, ces deux options sont des données biométriques. Les données biométriques ne sont pas toujours fiables à 100%, donc si vous prévoyez d'utiliser l'une ou l'autre, ou les deux, vous serez toujours obligé de choisir un verrouillage d'écran. Par exemple, lorsque la biométrie vous fait des caprices et refuse de déverrouiller votre appareil parce que vous avez une petite imperfection sur le doigt ou le visage. Vous pouvez toujours compter sur un code PIN, un schéma ou un mot de passe qui, eux, ne se soucient pas de ce genre de détails. Et tant que vous l'entrez correctement, cela va déverrouiller votre appareil. Sinon, vous n'êtes pas obligé de protéger votre appareil du tout. Sur une tablette, je pense que c'est un peu plus acceptable que sur un téléphone, car votre tablette restera principalement à la maison. Donc, et aussi pour certaines personnes, la tablette est simplement un appareil multimédia général qui peut être utilisé par n'importe qui dans la famille. Il suffit de la prendre et de s'en servir. Donc, vous savez, parfois le verrouillage d'écran n'a tout simplement pas vraiment d'utilité, mais si vous avez tendance à emmener votre appareil, peut-être que vous travaillez avec ou ce genre de choses, je recommanderais éventuellement de choisir un type de verrouillage d'écran comme un schéma ou autre, c'est ce que je vais sélectionner. Maintenant, Xiaomi considère que ses utilisateurs sont un peu limités, alors il vous affiche un petit message pour vous rappeler de ne pas oublier votre verrouillage d'écran, genre sans blague, l'eau ça mouille. Tu te fous de moi, sérieusement? Donne-moi juste accès, voilà. Voilà. Donc, on va faire ça 2 fois et on va confirmer. Maintenant, quand vous sélectionnez Confirmer, c'est automatiquement enregistré et vous pouvez même le vérifier tout de suite. Vous voyez, on doit déjà l'entrer. Maintenant, ici, nous avons les services Google. Je vais prendre un moment pour expliquer tout ça. Donc, si la vie privée ou la sécurité ne vous intéresse pas, passez simplement à la suite jusqu'à ce que je quitte cette page. Mais pour ceux qui veulent approfondir un peu et en savoir plus, restez avec moi. Donc, on a plusieurs services différents comme la localisation, l'analyse, l'envoi de données utilisateurs et de diagnostic, et enfin, l'installation de mises à jour et d'applications. Donc, pour passer en revue tout ça et vraiment les démonter complètement, nous avons l'utilisation de la localisation qui permet essentiellement aux applications et services disposant des autorisations nécessaires d'utiliser la localisation de votre appareil, donc en gros la localisation. La précision, d'ailleurs, utilise votre Wi-Fi ou votre GPS pour déterminer votre position de façon plus précise. Donc, en désactivant cela, vous pourriez penser que votre appareil est maintenant hors ligne, ou peut-être pas hors ligne, mais totalement intraçable. Eh bien, réfléchissez-y à 2 fois. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. De plus, lorsque vous désactivez cela, l'autorisation de balayage se désactive aussi automatiquement, donc ce message-là n'est pas du genre à raconter n'importe quoi.
Ainsi, permettre aux applications et services de rechercher des réseaux Wi-Fi et des appareils à proximité à tout moment, même lorsque le Wi-Fi et le Bluetooth sont désactivés. En désactivant cela, d'ailleurs, vous êtes censé simplement empêcher les applications de pouvoir effectuer des recherches. Applications et services peuvent donc maintenant effectuer des recherches. Un message très important ici que je trouve absolument ridicule, c'est le fait qu'il est littéralement indiqué qu'ils font cela même lorsque le Wi-Fi et le Bluetooth sont désactivés. Comment? Comment pouvez-vous rechercher des signaux Wi-Fi et Bluetooth si c'est désactivé? Maintenant, l'idée générale, si je ne me trompe pas, c'est que c'est essentiellement la même chose que ce que fait Apple. Donc, les appareils Apple ont évidemment aussi le Wi-Fi et le Bluetooth, mais dans leur cas, lorsque vous essayez d'éteindre votre Wi-Fi, par exemple, il n'est en réalité jamais complètement éteint. Il se déconnecte de tout et devient indisponible, mais il n'est pas éteint, et je pense qu'ici c'est la même logique, même si Google le fait d'une manière différente. On vous montre simplement que c'est désactivé pour que vous pensiez que c'est éteint. Mais ce n'est peut-être pas le cas selon ce message ici, qui prétendrait en soi que ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, et ce bouton ne fait qu'empêcher les applications et les services de faire des recherches, n'est-ce pas? En réalité, cela n'empêche pas les autres appareils, dans ce cas, de rechercher votre appareil, qui dispose du Wi-Fi et du Bluetooth. Apparemment, en tenant compte d'autres éléments, l'appareil. Les applications ici peuvent utiliser quelque chose qui est déjà désactivé, ce qui impliquerait que d'autres appareils qui recherchent en votre appareil peuvent toujours accéder à ce qui est désactivé. Dans tous les cas suivants, nous avons maintenant l'envoi de données utilisateurs et de diagnostics. En général, je considère que toute donnée provenant de cet appareil, peu importe comment une entreprise veut la classer, est une donnée utilisateur. C'est mon appareil, peu importe ce qui en sort. N'importe quel kilobit ou quelle que soit la plus petite quantité minuscule de données provenant d'ici, ce sont mes données. Je m'en fiche complètement. Qu'ils veuillent appeler ça diagnostic, obligatoire, ou peu importe la façon dont ils veulent le classer, ce sont mes données et je ne veux pas les partager. Maintenant, ici, c'est en quelque sorte étiqueté un peu différemment cependant, car il s'agit fondamentalement d'un de ces programmes qui vous diront, en gros, laissez-nous vous espionner pour, entre guillemets, nous aider à améliorer nos services. Ça vient de Google, en gros, non? Contribuer à améliorer l'expérience des appareils Android en envoyant automatiquement des diagnostics sur l'utilisation de l'appareil et des applications, et blablabla, toutes sortes de conneries dont vous vous fichez complètement. Aujourd'hui, je suis en quelque sorte un croyant que si vous payez pour un appareil, ce que vous avez fait et qu'il est livré avec son système d'exploitation quel qu'il soit, Android ici, vous l'avez déjà acheté. Si ce n'est pas encore complètement développé, alors corrigez-le, bordel. Ce n'est pas à vous de partager vos informations pour que Google puisse utilisez-le, vendez-le et gagnez de l'argent et, entre guillemets, utilisez-le pour améliorer le service. Cela aurait déjà dû être amélioré. Toutes les autres améliorations qu'ils souhaitent apporter, c'est à eux de les faire, ce n'est pas à vous de partager vos données avec eux pour qu'ils les améliorent. S'ils veulent continuer à vendre leurs appareils, il est dans leur intérêt de trouver des moyens de les améliorer. Ce n'est pas à vous de partager vos données avec eux pour cela. Donc évidemment, quoi que ce soit, vous voulez le désactiver. Et au fait, ce nom, la dénomination pour la plupart d'entre eux est plutôt trompeuse. Envoyer des données utilisateurs et de diagnostic ou par exemple l'analyse et ce genre de choses. Donc, dans tous les cas, tout cela n'est qu'un peu de poudre aux yeux. Soyons honnêtes, Google ne cesse probablement jamais vraiment de collecter ces données. Donc, même si vous désactivez cette option, je doute fortement, mettons mon chapeau en aluminium, qu'ils arrêtent réellement de le faire. C'est Google, après tout. Leur activité, c'est de vendre vos informations personnelles et de vous cibler avec des publicités grâce à ces informations et non pas de vous offrir la confidentialité et la sécurité. Ce qui m'amène aussi à la dernière option ici, qui est d'installer des mises à jour et des applications. Et ça, c'est tout simplement Google qui débarque ici, en balançant, eux, leur saucisse et en vous faisant un doigt d'honneur en mode « tant pis pour toi, perdant, En continuant, vous acceptez que cet appareil puisse également télécharger et installer automatiquement des mises à jour et des applications d'exploitation de Google. Super, ce serait bien si je pouvais en fait refuser cette merde.
Et c'est vraiment quelque chose de totalement abject qui se trouve ici. Heureusement, en acceptant, vous ne faites qu'accepter, mais il est possible de prendre des mesures pour empêcher que cela n'arrive jamais. Je vais en parler dans un instant, mais je veux d'abord vous donner un peu de contexte sur quelque chose qui pourrait avoir de l'importance et pourquoi vous pourriez en fait vouloir empêcher votre appareil de faire cela. L'un des exemples les plus récents qui s'est produit concernait Samsung et plus précisément les réfrigérateurs intelligents Samsung. Vous savez, le même réfrigérateur qui a un écran et qui, par exemple, enverra des notifications à votre téléphone si vous oubliez de fermer la porte du frigo. Oh, c'est tellement intelligent. Au fait, pourquoi il ne se ferme pas tout seul? Mais bon, bref, Samsung vendait ce frigo pour quoi? 3 000 $, un montant complètement fou, juste parce qu'il avait un fichu Android, je crois. Et un écran sur lequel tu pouvais, tu sais, te laisser des notes, mettre des photos sur l'écran, faire des listes de courses, et ainsi de suite, non? Super truc. C'était vraiment génial pour ce prix-là. Samsung a décidé de commencer à diffuser des publicités sur ses réfrigérateurs. Et ce truc de merde est arrivé par le biais d'une mise à jour OTA par voie hertzienne. C'est une façon élégante de désigner quelque chose. Cela consiste à installer tout ce que vous ne souhaitez pas sans votre permission ni même à votre insu. C'est en quelque sorte ce qu'est une liaison OTA. En fait, ça aurait dû s'appeler mise à jour forcée sans votre permission. Mais à la place, c'est over the air. Donc c'est un peu comme, on obscurcit le nom, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire over the air. Je mentionne ça parce que les gens qui ont acheté ces frigos reçoivent maintenant des publicités dessus et ils ne pouvaient vraiment rien faire pour l'empêcher. Parce que dans les paramètres, il n'y a rien qui s'appelle mises à jour over the air. Il y a des mises à jour que vous pouvez désactiver, mais celles-là, vous pouvez les désactiver, c'est tout. C'est exactement un processus qui tourne en permanence en arrière-plan sur votre appareil. Quand une entreprise comme Google décide de l'utiliser, elle le fera, et elle le fera sans votre permission ni votre connaissance. Vous avez peut-être désactivé toutes sortes de mises à jour, les mises à jour Android, les mises à jour d'applications. C'est cool, vous avez la possibilité de le faire, mais pour les mises à jour over the air, oh non, Google ne voudrait surtout pas que vous ayez la possibilité de désactiver ça. Ils veulent garder le contrôle là-dessus, et quand ils décideront de changer quelque chose, vous n'aurez certainement pas votre mot à dire. Et cela m'amène à ce que Google va faire. Donc, en septembre 2026, ce qui arrive dans moins d'un an, Google prévoit de mettre en place, en gros, le blocage de l'installation d'applications tierces. C'est la deuxième fois qu'ils essaient de faire passer ça. Je suppose qu'ils espèrent que les gens vont oublier et ne pas leur en vouloir pour ça. Donc, la première fois qu'ils ont proposé ça, et ça a eu l'effet auquel on pouvait s'attendre, les gens étaient à juste titre furieux. Donc, et puis Google a essayé de leur faire croire qu'ils étaient idiots en disant « Oh non, vous comprenez mal ce que nous disons. » En fait, ce que nous disons, c'est que vous avez bien compris, mais vous avez tort de bien comprendre ce que nous disions. Donc, en gros, ils essayaient de vous faire croire ça. Non, nous n'allons pas vraiment bloquer l'installation d'applications à partir de sources tierces, nous allons juste exiger que les développeurs doivent payer une rançon pour signer leur application en fournissant leurs informations personnelles, comme leur prénom, leur nom de famille et tout ce que nous exigeons, et nous payer. Donc, vous pouvez maintenant installer l'application de n'importe où, tant qu'ils ont respecté toutes ces directives que nous leur imposons maintenant en tant que personnes développant une application en dehors du Play Store. Et cette application vous permettra de faire des choses que Google ne voudrait pas que vous fassiez en tant que développeur. Qui, par exemple, donne accès gratuitement à des séries télé et des films, ou, par exemple, contourne des choses comme les publicités de YouTube, n'est-ce pas? Comme l'application YouTube Revents. Google a maintenant les informations pour retrouver cette personne par son prénom et son nom de famille, savoir qui elle est et la poursuivre avec une véritable escouade d'avocats. Oui, c'est essentiellement dire aux gens que vous avez supprimé l'installation d'applications depuis des sources tierces et que le reste n'a qu'à aller se faire voir. Et évidemment, ils sont revenus sur ce genre de choses, en faisant semblant de dire qu'ils n'allaient pas le faire. On va juste rendre ça plus agaçant, comme le fait Samsung. Et puis, encore une fois, au début de 2026, ils disent « Psych, on vous a eu ». En fait, on le remet en place.
Avec un peu de chance, vous avez oublié d'ici là. Moi, je n'ai pas oublié. Vous pouvez aller vous faire voir Google. Je vais désactiver ça ou je vais tout simplement quitter Google. Donc, dans tous les cas, cela étant dit, en septembre 2026, vous ne pourrez plus installer de mises à jour ou d'applications tierces. Désolé, sauf si celles-ci ont payé une rançon à Google pour pouvoir être installées. Maintenant, il existe un moyen de contourner cela, car ce sera une mise à jour effectuée sur votre appareil sans votre permission via cette saleté d'OTA. Et vous pouvez télécharger depuis le Play Store une application qui vous permet de voir des applications tierces, des processus qui s'exécutent sur votre appareil. Trouvez le processus OT Update Services et supprimez-le carrément. Donc, cela empêchera essentiellement Google de pouvoir charger cette merde sur votre appareil, et donc vous seriez en quelque sorte immunisé contre ça. Sauf si vous réinitialisez l'appareil et que vous le reconnectez au réseau plus tard, ce qui dans ce cas chargerait automatiquement ce truc. Mais tant que vous utilisez cet appareil, que vous n'avez pas encore reçu cette mise à jour et que vous la supprimez, vous devriez être tranquille. Mais je tiens à préciser qu'en supprimant cela, vous ouvrez aussi votre appareil à d'éventuelles failles, car les services de mise à jour OTA sont aussi responsables, à ma connaissance, des correctifs de sécurité que vous recevez. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose dont vous devez être conscient, car cela va évidemment modifier le fonctionnement même d'Android. Et l'un des plus grands atouts d'Android était justement le fait que vous pouviez installer des applications de n'importe où sans que Google ne soit l'intermédiaire. Mais Google décide maintenant qu'ils ne vont plus rester en retrait. Ils veulent leur part sur tout ce qu'ils peuvent, donc ils sont en train de devenir un Apple encore pire. Parce qu'ils ne vous offrent ni sécurité ni confidentialité, ils font même exactement l'inverse en les vendant. Et maintenant, ils veulent aussi verrouiller votre appareil pour que vous ne puissiez installer que ce qu'ils vous autorisent à installer. Merci beaucoup. Je peux me débrouiller tout seul et je peux décider moi-même de ce que j'installerai. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire ici de toute façon. Je passe maintenant aux paramètres de base. Les paramètres de base comprendront beaucoup de réglages provenant de Xiaomi. De temps en temps, on a des choses comme la localisation, qui ici vient de Xiaomi. Encore une fois, les mises à jour automatiques du système, l'envoi de données utilisateurs et de diagnostic. Comme je l'ai dit, ça se répète parce que maintenant ça vient de Xiaomi. Xiaomi veut aussi vos données. Mais l'une des choses que je déteste personnellement ici, ce sont les publicités personnalisées. C'est en gros une saloperie qui vous espionne pour vérifier ce dont vous parlez, ce que vous écrivez, afin de vous proposer ensuite des publicités basées sur ces soi-disant centres d'intérêt. Et soyons honnêtes, je ne veux pas que mon appareil m'affiche des publicités personnalisées. Je ne veux pas de pub du tout, alors allez vous faire voir et recevoir des pubs m'énerve déjà. Et en plus de ça, le fait qu'on essaie de m'espionner soi-disant pour m'aider à trouver des choses qui pourraient ne m'intéresser, me donne juste le sentiment le plus dégoûtant qui soit, au fond de moi, que je déteste. Donc on va désactiver cette merde et je tiens à souligner cette façon de faire vraiment dégueulasse. Donc quand vous essayez de le désactiver, une fenêtre pop-up apparaît. Aucune autre option ici ne vous donne ce genre de pop-up à part celle-ci. Et en plus, au lieu de faire, vous savez, une confirmation classique d'une action qui aurait été sélectionnée en bleu sur la droite, Xiaomi ici essaie de faire de la psychologie inversée en vous faisant croire que ce que vous confirmez, c'est cette option, n'est-ce pas? Eh bien, détrompez-vous, ça vient juste de se réactiver. Détestable. Passons maintenant à l'activation du contrôle parental. Évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez le configurer. Personnellement, je me fiche un peu du contrôle parental. Ce n'est pas comme si j'avais des enfants, donc on va continuer de toute façon. Ensuite, nous avons les paramètres de police. En fait, il s'agit simplement du choix de la police, mais en réalité, c'est la même police. Seule la taille change. Donc, choisissez celle que vous voulez. Suivant. Nous avons les gestes, ils sont activés automatiquement, donc comme vous pouvez le voir, on peut simplement parcourir ces gestes sympas et c'est à peu près tout. Il ne semble pas qu'il y ait une option pour les modifier. Une fois que vous passez à la page suivante, vous pouvez en gros accéder à l'écran d'accueil. Ça devrait arriver d'une seconde à l'autre maintenant, car je n'ai vraiment pas vu d'option permettant de changer les gestes. Je vais aussi vous montrer ça rapidement, ainsi que l'application que vous souhaitez utiliser pour transférer vos données. Donc, pour transférer vos données, il faut chercher l'application Me Mover. Je suppose que ce n'est pas comme ça.
D'accord, je pense que ça va être ici, oui. Donc, elle se trouve par défaut dans le dossier outils, juste ici sur la première page, MeMover. Et pour migrer les données de votre ancien appareil vers celui-ci, il vous suffit de télécharger cette application sur n'importe quel autre appareil, quelle que soit la marque. Si vous avez un autre appareil Xiaomi dont vous souhaitez transférer les données vers celui-ci, alors les appareils Xiaomi ont déjà cette application préinstallée. C'est leur application qui est fournie avec leurs appareils. Mais si vous avez autre chose, comme un Samsung par exemple, il faudra la télécharger via le Play Store. MeMover connecte ces deux appareils ensemble et peut facilement transférer toutes vos données. C'est l'une des meilleures façons de le faire. Je recommande vivement d'utiliser cette méthode plutôt que toute autre option. Voilà pour ça. Et pour changer votre style de navigation, car cela n'était pas proposé lors de la configuration, il faudra aller dans, je crois, Paramètres supplémentaires. Et tout en bas ici, vous trouverez l'affichage plein écran et vous avez les boutons et les gestes juste ici. Bref, avec cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.